Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir à tout le monde. Et bonsoir Sandrine. Bonsoir à toutes les deux. Donc nous avons Stéphanie qui est avec nous, Cécile. Bonsoir Cécile. Stéphanie qui dit bonsoir tout le monde. Cécile qui dit coucou. Donc on espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et donc on se retrouve ce soir pour parler de la communication non violente avec Sandrine qui est notre invitée. Donc merci Sandrine. Avec plaisir. Donc nous on est toujours, il y a toujours Laure qui est On sait plus, enseignante en activité physique adaptée et un master du management du tourisme sportif. Et nous avons Annick Cotier-Roquet, toujours patiente éducatrice, présidente des associations et préparatrice mentale. Et donc, nous avons Sandrine aussi. Sandrine, on te laisse te présenter. Oui, donc moi, je suis Sandrine, donc Malé Le Charny. Je suis thérapeute de couple et thérapeute familiale.
et je suis également formatrice certifiée en communication dite non-violence avec l'approche Gordon. Voilà. L'approche Gordon. On va en C'est ça. parler justement De Gordon. de Gordon. Et l'autre approche, c'est comment, c'était comment l'autre approche de… La communication non violente, c'est l'approche de Rosenberg. Rosenberg aussi, qui est voilà. très connue. Voilà. Mais là, moi, je ne suis pas formée à celle-ci. Enfin, je la connais, je suis formée, mais ce n'est pas celle que je propose dans mes formations. Voilà. Et donc, si tu peux nous en dire un peu plus sur Gordon, avant de dire Alors, que c'est la communication non violente, qui était ce monsieur? Alors, Thomas Gordon, c'était un docteur en psychologie américain qui est décédé il y a à peu près une dizaine d'années et qui a développé donc une approche de communication non violente. Cette approche-là a été développée il y a à peu près 60 ans. Elle est très, très développée, très, très pratiquée et utilisée aux États-Unis et dans beaucoup de pays du monde, puisqu'il y a à peu près… il y a énormément de pays, tous les pays du nord de l'Europe, etc., qui utilisent ce mode de communication. Donc, c'est un mode de communication qui a été développé en même temps que l'approche de communication non violente de Rosenberg, en fait. Voilà. Et qu'est-ce qu'on entend justement par communication non violente? Parce qu'il faut dire que tu fais des formations. Donc, Oui. je suis connue sur une de tes formations. Absolument, oui. Où j'ai participé. Oui. Et donc, ça m'a donné l'idée de faire justement cette conférence avec toi ce soir. Oui. Et qu'est-ce qu'on entend? Alors, peut-être qu'on interroge les personnes qui nous regardent ce soir, qu'est-ce qu'ils entendent par communication non violente, voir s'ils ont des idées. Et puis après, toi, tu pourras peut-être en dire un peu plus. Absolument, oui, ok. Donc, vous, chez vous, à votre avis, qu'est-ce que vous mettez dans communication non violente? À quoi ça vous fait penser? Qu'est-ce que vous mettriez comme définition? Il y a un décalage chaque fois, hein, Oui. Oui. entre le direct et les réponses. Donc, généralement, il faut que je fasse la musique de l'ascenseur, n'est-ce C'est pas? ça. Mais j'ai toujours pas changé de… Elle n'est pas accrocheuse, celle-là. Je l'aime pas, tu vois. Il faudrait que j'en trouve une autre. Bonsoir Laetitia. Salut! Donc Laetitia te repose la question. Qu'est-ce que pour toi la communication non violente, si tu viens d'arriver? Et il y a Cécile qui encourage Stéphanie à répondre. Oui, Cécile, tu peux y aller aussi. Hein. Elle va dire non, mais moi je le sais. Cécile, Ouais, oui, parce que Cécile a fait elle fait la formation avec nous. Voilà, donc normalement, Cécile, elle est capable de répondre. Hein. Avec tes mots. Ah oui, avec ses mots, bien sûr. Ah. Donc Laetitia qui nous dit, moi je dirais que c'est une communication non agressive qui ne détruit pas moralement. Oui. Je dois répondre au fur et à mesure ou on attend plusieurs réponses et puis… On va attendre peut-être plusieurs réponses. Oui. Stéphanie qui dit ne pas taper sur les autres. Merci Steph. Donc il y a marqué, on parle toujours de non-agressivité. C'est ça. Bon. Cécile. Alors déjà, communiquer, qu'est-ce que c'est? Pour moi, je trouve que c'est important de savoir définir qu'est-ce qu'est la communication en fait. La communication, en fait, si on regarde les définitions dans un dictionnaire, c'est rentrer en contact par le biais de la parole ou pas, parce qu'il y a la communication aussi chez les personnes qui sont malentendantes, il n'y a pas de parole forcément, il y a des gestes, mais en tout cas, c'est rentrer en contact pour échanger avec une autre ou d'autres personnes. C'est ça la communication à la base. Et la communication verbale, du coup des mouvements, la communication des mouvements est aussi importante que la communication verbale dans sur la perception de l'autre.
Ouais, alors très intéressant parce que là-dessus, c'est intéressant de savoir que justement, dans la communication, en réalité, il y a 80% de communication qui est non verbale, c'est énorme, et il y a 20% de verbal. Ce qui sous-entend que la posture que l'on a et les gestes que l'on fait, les mimiques que l'on a au niveau du visage, l'intonation, etc., jouent un rôle extrêmement important dans la communication. Il n'y a pas que les mots. C'est ça. Et justement, c'est un truc que nous, quand on est enfant, on nous apprend à parler et en fait, on nous apprend pas forcément à parler autre qu'avec la parole. Et ce qui fait que après, plus grand, quand on doit qu'on doit communiquer justement auprès d'autres personnes, que là, il y a le côté timide qui prend le dessus parce que justement, on nous apprend pas à affronter en fait une personne de près ou de loin sur une discussion, peu importe laquelle, hein, et que du coup, la posture n'est pas du tout adaptée en conséquence. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai vu un truc là, il n'y a pas si longtemps, sur le même reportage, de toute façon, je viens toujours sur ce même reportage, mais des enfants à la maternelle qui apprennent de plus en plus la langue des signes. Et donc, parce que justement, c'est pour l'inclusion, on sait que voilà, il y a ça aussi derrière, mais il disait que ça forçait, entre parenthèses, les enfants à développer des compétences en matière de gestuelle et de posture physique, en fait. Enfin, autant physique que jouer sur les émotions du visage, sur le regard. Et ça, je trouve que c'est un travail qui est hyper intéressant. Et aussi dans les écoles, on voit qu'il y a pas mal de cours de théâtre qui se mettent petit à petit avec des mises en scène, des choses comme ça. Et je trouve que c'est une bonne manière aussi pour les enfants de se développer en fait à travers et de transmettre un message autrement qu'avec les mots. En fait. Ouais. Exactement. Ouais. Il y a Cécile qui dit transmettre un message sans agressivité. Oui. Sylvie qui dit bonjour les amis. Donc Sylvie, si toi tu as une définition de la communication non violente, et bonsoir Sandra. Donc en fait, communiquer, c'est faire passer un message. Et maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans communication non violente alors? Alors, dans communication non violente, c'est le fait d'exprimer en fait quelque chose que l'on ressent, de l'exprimer à l'autre sans être dans une forme de reproche ou d'interprétation ou de jugement ou d'agressivité, etc. Ça, c'est une forme de communication non violente. Communication non violente, la définition en fait assez large qu'on peut en faire, c'est que c'est un mode de communication qui est basé sur une espèce de coopération, c'est-à-dire que on part du principe que dans toute situation, par exemple désagréable, ou même agréable d'ailleurs, on doit prendre en considération en fait les besoins de l'autre et les nôtres en fait, et coopérer pour trouver une espèce de solution qui nous réunit tous les deux en fait. Une entente en fait, c'est en écoutant les besoins de l'autre, en me respectant moi avec mes propres besoins, de trouver un terrain d'entente. Exactement, c'est ça. Donc, c'est basé du coup sur la bienveillance, c'est basé sur une écoute des besoins réciproques, c'est basé sur un respect du coup de l'autre, de moi. Et puis, bien évidemment, dans le fait aussi que non-violence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de violence verbale, ni de violence physique, évidemment. Et c'est ce que tu nous disais pendant toute la formation, quand tu disais justement, tu as répété souvent qu'il y avait 80% de communication qui était non verbale et 20% verbale. Et tu disais que justement, dans la communication non violente, c'était du gagnant-gagnant en fait. C'était pas, il n'y avait pas de différence. De gagnant-perdant. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend les exemples, alors je vais prendre des exemples par rapport à la relation parent-enfant, parce que c'est vrai qu'à la base, cette formation, la communication non violente, elle est de plus en plus demandée et utilisée par des parents en fait qui se retrouvent démunis dans certaines situations. Mais en fait, il existe encore d'ailleurs différents modes de communication. Il y a le mode de communication qu'on pourrait appeler autoritaire, c'est-à-dire où c'est souvent le parent qui obtient gain de cause, qui a le dernier mot, qui met une espèce de forme de pouvoir et où à ce moment-là, le parent se retrouve dans une position de gagnant et l'enfant dans un mode de perdant. Donc ça, c'est un mode. Après, on a un autre mode de communication qui est ce qu'on peut appeler génériquement le mode laxiste. Et c'est où finalement le parent
va plus facilement donner le dernier mot à son enfant. Donc, son enfant se retrouve dans une position de gagnant et le parent dans un rôle de perdant. Et ça, dans les deux cas, de toute manière, la relation n'est pas saine parce qu'il y a ces espèces de rapports de force qui sont toujours présents et qui sont assez nocifs et toxiques pour la relation à long terme. Et puis, il y a le mode de communication non violente, qui est un mode, pour moi, qui est alternatif, c'est-à-dire où là, il n'y a pas ces rapports de force, c'est gagnant-gagnant, comme tu disais, Annick, tout à l'heure. C'est-à-dire que finalement, dans les solutions qui sont trouvées par rapport à des situations qui ne sont pas acceptables ni pour l'un ni pour l'autre, on trouve des solutions ensemble où chacun y trouve son compte. C'est toujours ce que moi je pense vraiment, c'est que en fait, dans la communication, il ne faut pas attendre se projeter dans la réponse de l'autre. C'est ce que l'autre jour, quand on parlait on faisait sur l'estime de soi, qu'on disait qu'on aimerait que les gens, donc déjà quand on communique, on ne doit pas interférer sur le message qu'on attend en fait. Donc, et la réponse de l'autre appartient à l'autre, en fait. C'est ça. Et c'est là qu'on doit savoir se positionner. Et c'est là où des fois, on n'est pas dans des situations qui sont confortables pour nous, en fait. Et ça nous met en difficulté. Mais c'est ça. En fait, souvent, moi, ce que j'aime à dire, c'est qu'il faut réussir quand on est dans une posture, mais je crois que tu vas vouloir qu'on en parle juste après, mais c'est pas grave. Quand on est dans un mode de communication, il faut à la fois réussir à écouter l'autre dans ce qu'il me dit, sans accaparer la communication, c'est-à-dire sans se dire « Ah bah oui, c'est comme moi aussi, ça m'est arrivé, etc. » Et dans ces cas-là, on récupère la communication, en fait, qui n'est pas un mode d'écoute. Donc, il faut être capable d'écouter. Donc, il y a une manière de faire pour vraiment écouter l'autre. Dans la communication non violente, il y a aussi quelle posture et quel mode de communication j'utilise pour dire à l'autre que ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait me pose problème, en fait, et que la situation est désagréable pour moi. Comment je le dis sans être justement, comme on disait tout à l'heure, dans une forme d'agressivité ou de reproche, comme ça peut être souvent le cas. Et puis, la troisième point, c'est dans quelle posture j'ai, quel mode de communication j'ai quand je me retrouve dans une dispute ou dans un conflit. Voilà, là aussi, il y a une posture à avoir. Voilà, qui est le mode gagnant-gagnant dont on parlait tout à l'heure. Oui, donc c'est trois situations en fait qui sont différentes et donc justement on va développer, mais et je pense que c'est important dans le mode de communication, c'est pas j'accuse l'autre en fait, c'est pas faire des reproches à l'autre, c'est ça qui est important et c'est se positionner en tant que tel, c'est ça. je crois. Dans le fait, oui, on en parlera, je crois, après, tu veux qu'on en parle après, mais c'est le fait de, quand je dis quelque chose à l'autre, la situation qui ne me convient pas, elle m'appartient en fait. C'est pas l'autre personne qui a fait exprès d'avoir un mauvais comportement ou des mauvaises paroles pour me blesser. Si ça me blesse et ça me dérange, ça m'appartient. C'est par rapport à mon histoire, à mon vécu, aux situations que j'ai déjà rencontrées dans le passé qui font que cette situation ne me convient pas aujourd'hui. Mais c'est aucunement l'autre qui est responsable de ça. Donc, en fait, quand tu dis la situation m'appartient, c'est que je dois être capable de dire à l'autre en quoi ça me dérange et en parlant de moi et uniquement de moi et pas en accusant l'autre, en fait. C'est pour ça que, en fait, on a beaucoup parlé l'autre jour, on parlait d'estime de soi, justement, sur la conférence de mardi dernier. Et je prenais l'exemple des personnes qui avaient des émotions. Alors, je m'excuse, mais j'ai un peu du mal à parler, mais ça va y arriver, je vais y arriver. On prenait l'exemple des personnes qui avaient des émotions un peu exacerbées, en fait. Ouais. Et donc, ça dépendait des tempéraments et des caractères de chacun. On parlait des personnes qui avaient des émotions, qui arrivaient à gérer ces émotions plus ou moins. Et d'autres qui n'en avaient pas du tout. Voilà, et d'autres qui ne ressentaient pas ces émotions-là. Et on en a parlé beaucoup lors de la formation. Justement, c'est important d'arriver à jauger sur ce curseur, cette jauge des émotions, ou quand est-ce que moi, ma limite, elle est là, en fait. Et si tu peux nous en dire un peu plus, justement, sur cette jauge émotionnelle, en fait. Ouais. Alors, normalement, comme tu dis, quand on a une situation qui ne nous convient pas,
on ressent des émotions que moi j'appelle désagréables. Hein. Je valide pas le fait qu'on dise émotions positives ou négatives parce qu'il n'y a pas d'émotions positives ou négatives en fait. Ce sont des émotions agréables ou désagréables selon moi. Et donc effectivement, on les ressent vraiment dans le corps. Et donc quand, par exemple, on parle souvent de la colère, c'est souvent là où c'est souvent cette émotion-là qui est problématique dans la communication parce qu'on peut se retrouver à être débordé par son émotion et à se retrouver dans des grosses crises de colère qui font que derrière, on ne peut plus communiquer. Et la notion de jauge dont tu parles, c'est qu'il ne faut pas attendre que la colère soit tellement importante en soi. Il ne faut pas attendre ça pour parler parce que ce sera impossible. Donc, il faut être en capacité, effectivement, dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui commence à nous déranger, qui commence à nous énerver, nous agacer, mais j'aurais tendance à dire que là, déjà, il faut sentir où est son curseur si on n'est pas arrivé à la limite de ce qui était acceptable pour nous. Et dans ces cas-là, d'en discuter et de le dire tout de suite. Plutôt que de faire comme beaucoup de personnes font, parce qu'elles ont peur du conflit ou parce qu'on leur a simplement pas appris à communiquer leurs émotions, il faut éviter en fait de faire ce que moi j'appelle l'effet cocotte-minute, c'est-à-dire ne rien dire, garder en soi ce qu'on ressent, la colère qu'on ressent. Et du coup, la cocotte-minute se remplit, et à un moment donné, elle finit par exploser, et c'est là où on rentre dans des grosses colères et des choses comme ça. Et donc, en déterminant ce seuil, en fait, et en disant le plus régulièrement possible ce qu'on ressent, on évite justement de se retrouver dans des situations qui coupent la communication, en fait. Et ça, c'est vrai que c'est clair là. ce ressenti-là, on ne nous apprend pas forcément à le sentir, justement, à le ressentir. Ouais. Et ce qui est compliqué, c'est qu'on ne se pose pas, en fait, vu que les gens ont tendance à être pressés, à être occupés et tout ça, ne se pose pas pour se dire, OK, là, c'est peut-être trop pour moi et il faut que j'agisse. Donc, c'est sûr que cet effet de boule de neige, tu vas récupérer jusqu'à exploser parce que au bout d'un moment, même si tu es occupé et tout ça, tu n'arriveras pas à gérer. Mais c'est vrai que c'est compliqué de savoir donner ses émotions, en fait. Après, je pense que c'est un apprentissage. Hein. Je pense que c'est un apprentissage et que voilà, c'est à force de le faire que ça deviendra plus naturel, on va dire, pour certaines personnes. C'est des apprentissages, il faut être honnête, les générations d'avant n'ont pas appris à communiquer en fait. Hein. Nos parents, nos grands-parents, les générations d'avant ne sont pas des personnes à qui on a appris à communiquer déjà, donc ils ne nous ont pas forcément appris à nous non plus. Et donc du coup, on se retrouve face à des situations, effectivement, soit où on n'ose pas dire ce qu'on ressent parce qu'on a peur de faire de la peine à l'autre, ou on a peur de blesser l'autre, ou on a peur du conflit, ou alors on n'ose même pas dire nos émotions parce que on n'arrive même pas à les déterminer nous-mêmes. Hein. Il y a aussi ça, hein. Il y a des personnes qui sont dans l'incapacité de savoir ce qu'elles ressentent. Hein. Et tout ça, en fait, j'aurais tendance à dire qu'au-delà d'apprendre à communiquer, il faut aussi, à mon sens, hein, travailler sur soi pour réussir tu dis, à prendre le temps de ce qu'on ressent, mais il faut se le donner, ce temps-là. Je pense que quand on ne le prend pas, c'est que quelque part, ça nous dérange aussi pour diverses raisons. Soit parce que on est en mode il faut avancer et puis voilà, soit au contraire, on est un peu en mode déni ou en mode rejet de ce qu'on ressent. Et ça, c'est un travail personnel de travailler sur ça. Et avant même. Ouais. On est bien d'accord que chacun, comme tu dis, bonsoir Virginie, on est bien d'accord quand tu dis qu'il y a des personnes qui ne ressentent pas des émotions. Tout le monde a des émotions, mais par contre, ces personnes-là, elles n'arrivent pas à les déterminer ou y mettre mot dessus. C'est ça. Et il y a des personnes qui ont des émotions justement exacerbées. Et comment toi, tu penses quel travail il est possible de faire justement par rapport pour trouver ce curseur en fait pour trouver ce curseur, alors déjà, il faut réussir à revenir en contact avec soi-même parce que les émotions, oui, on en a tous des émotions, on les vit, on est un être d'émotion, l'être humain est un être d'émotion. Et quand tu dis il y en a qui ne les ressentent pas, c'est parce qu'il y en a de par leur histoire, hein, parce qu'ils ont eu des parents qui ne les ont pas écoutés ou qui ne formulaient pas d'émotions non plus, qui ne présentaient pas d'émotions. On a des personnes qui sont coupées de leurs émotions. Donc,
les premières choses à faire, il faut essayer, tu vois, de faire des techniques qui te permettent de ressentir ces émotions dans ton corps. Alors là, il y a plein de techniques différentes, hein. Ça peut être des techniques, il y a des techniques de sophrologie, des techniques de méditation, des choses qui permettent de détendre, qui font qu'on peut apprendre de nouveau à ressentir les émotions au niveau corporel. Ça, c'est vraiment hyper important de réussir à remettre du lien entre ce que j'ai dans ma tête et ce que j'ai dans mon corps, c'est-à-dire remettre du lien entre ce qu'on appelle mon psyché et mon corporel, parce que l'émotion, en fait, c'est comment dire, c'est un vecteur qui est envoyé en fait par notre cerveau pour nous faire ressentir quelque chose, pour nous faire comprendre qu'il y a quelque chose que ce qu'on est en train de dire nous plaît ou nous déplaît en fait. Donc c'est hyper important ces émotions-là de réussir à les ressentir. Donc vraiment il y a des techniques, il y a plein de techniques différentes qui permettent de revenir en contact avec notre corps pour ça. Et après, pour ceux qui débordent d'émotions, alors là il y a plusieurs raisons. Et là, en fonction des situations, il ne faudra pas forcément aller taper à la même porte. S'il y a des personnes qui sont submergées par les émotions parce que par habitude, elles ne les expriment pas et du coup, elles sont, j'aurais tendance à dire, noyées sous leurs émotions. Là, ce que moi j'invite à faire, c'est vraiment leur apprendre à les inviter à exprimer le plus souvent possible ce qu'elles ressentent dans les situations qu'elles vivent. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne leur convient pas, il faut le dire à l'autre en fait. Il ne faut pas ne rien dire parce que sinon, à force, les émotions débordent et là, on ne peut plus en discuter. Mais après, il y a les personnes, il y a plein d'autres syndromes et de troubles qui arrivent et dont on est de plus en plus conscient en ce moment. C'est ce qu'on appelle on a par exemple des personnes qui sont dans des hypersensibilités, ultra ou hypersensibilités. Et là, c'est pas uniquement parce qu'elles n'arrivent pas à les exprimer, ces émotions. C'est parce qu'elles ont une manière de vivre les émotions puissance 100 ou puissance 1000 par rapport à la majeure partie des gens. Et ça, il faut être en capacité de les travailler avec des thérapeutes, avec des sophrologues. Voilà, il faut vraiment aller chercher cette aide spécifique. Après, on a aussi toutes les personnes qui ont ce qu'on appelle des troubles de déficit de l'attention, avec ou pas une hyperactivité ou une hypersensibilité. Et là aussi, ça pour le coup, c'est un trouble. Donc, c'est quelque chose qui doit être déterminé, pour le coup, diagnostiqué, et pour lequel il y a tout un suivi qui est mis en place avec des personnes spécialisées comme des thérapeutes, des psychologues, des ergothérapeutes, etc., etc. Donc, il y a vraiment plein, et encore là, je vous donne que quelques exemples, mais il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ce débordement d'émotions, en fait. Et en fonction, il faut vraiment aller consulter pour avoir un diagnostic le plus juste possible. Et ça, d'ailleurs, chez les enfants qui ont des troubles de comportement et d'attention, je sais qu'il y a un travail maintenant qui est quand même pointilleux sur ça et sur le relationnel entre parents et enfants, parce que souvent les parents disent mais de toute façon, ils ne m'aiment pas. Ou l'enfant dit mes parents ne m'aiment pas. Donc, du coup, justement, les thérapeutes, je sais qu'ils essayent de retravailler justement ce ressenti et ces émotions-là qui démarrent déjà par la personne elle-même et après avec le relationnel envers les autres et envers les parents, quoi. Complètement. En fait, ces enfants-là, là, moi, j'avoue que j'en ai beaucoup en consultation, des parents qui viennent, qui sont totalement démunis avec leurs enfants. Donc déjà, il faut déjà les faire diagnostiquer l'enfant. Hein. Il y a des services qui sont spécialisés pour ça. Hein. Il y a un vrai diagnostic qui est à faire. Et puis à côté de ça, c'est effectivement, il faut que et les parents et les enfants apprennent à gérer déjà leurs émotions, leurs propres émotions, pour pouvoir derrière faire un travail sur la communication. Voilà. Et puis accepter ces différences aussi, parce que quand on est face à des parents qui ont des enfants qui sont TDA ou TDAH, en fait, accepter ce trouble aussi chez son enfant, c'est un travail ça aussi à faire. Accepter cette différence en fait, qui fait que derrière, on va gérer les émotions totalement différemment parce qu'on est dans une forme d'acceptation en fait de cette différence, de ce côté atypique en fait de son enfant. Attention Cécilette, la résilience va sortir. Attention. Donc, il y a Michaela qui dit bonsoir, merci pour cette séance très intéressante. Bonsoir Babette. Donc, en fait, si on entend bien ce que tu dis, si je comprends bien, ce qui est important, c'est déjà, avant de parler de communication et de communication non violente, c'est déjà apprendre à se connaître soi, apprendre à connaître ses émotions
pour pouvoir après l'utiliser. C'est ça, et pas brûler les étapes en fait. En fait, j'aurais tendance à dire que oui, il faut se connaître soi, mais en même temps, la communication non violente, elle t'aide aussi énormément à te découvrir. Parce que à partir du moment, et c'est pour ça quand tu disais, tu parlais du live que vous avez fait en début de semaine, l'estime de soi, en fait, la communication, elle favorise l'estime de soi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis en capacité de parler de moi, de parler de mes besoins, de parler de mes émotions, à ce moment-là, je me respecte. Donc, si je me respecte, je m'aime. Donc, si je m'aime, je développe mon estime de moi. De la même manière, si je me respecte dans mes besoins, si je me connais bien, si je connais bien mes émotions, si j'arrive à les écouter, à les verbaliser, etc., ça aussi, ça contribue à l'estime de soi. Tu vois, donc vraiment, tout est lié. Et dans la communication non violente, en fait, à chaque fois que tu utilises ce mode de communication pour parler à l'autre de ce que tu ressens, en fait, tu apprends à te découvrir de plus en plus puisque tu es en capacité, en discutant avec l'autre, de plus peaufiner pourquoi la situation que tu vis est agréable ou désagréable. Ça te permet d'exprimer ton émotion, donc tu rentres en contact avec toi-même pour essayer de déterminer le plus précisément l'émotion que tu ressens. Et puis, tu es obligé derrière de faire un lien entre l'émotion désagréable que tu ressens. Tu es obligé de mettre en lien avec finalement quel est le besoin qui n'est pas comblé qui fait que je ressens cette émotion désagréable. Donc, ça te met en lien avec tes besoins. C'est ça. Tu vois? Donc, si tu rentres en lien avec tes besoins, forcément, tu apprends à te découvrir de plus en plus, en fait. Et c'est tes besoins à toi, c'est tes besoins qui sont propres, c'est les besoins Ah oui, fondamentaux. C'est ah oui, nos propres oui, besoins. Parce que oui. l'autre jour, quand on justement parlait et on disait que il y en a qui disaient qu'ils étaient comme ça parce qu'on leur a toujours dit qu'ils étaient. Ouais, c'est les autres qui ont dit que tu as voilà. besoin. Donc là, en fait, les besoins, c'est nos propres besoins Oui. qui nous sont personnels et Oui. qu'on est arrivé à identifier, en fait. C'est ça. Mais c'est pas facile à identifier. Je dirais même que dans la communication non violente, alors c'est pas un mode de communication qui est simple, hein, je le dis franchement, pour la simple et bonne raison qu'on l'a pas appris. Donc il n'est pas inné en fait. Et donc ça veut dire que si on veut mettre ce mode de communication en place chez toi, ce que vraiment j'invite à faire, parce que franchement, ça change la vie hein, en termes de relations interpersonnelles, que ce soit avec ses enfants, avec son ou sa partenaire, avec ses amis, ses collègues, franchement, ça change vraiment, vraiment la vie quand on arrive à mettre en place un type de communication comme ça. Mais du coup, il faut s'entraîner parce qu'il faut que ça devienne une habitude, en fait. C'est vraiment pas inné. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas simple parce que ça nous oblige à vraiment, je le redis, hein, mais à vraiment rentrer en contact avec soi-même, en fait. En essayant de rentrer en contact avec nos émotions, en les déterminant le plus en plus précisément. Et ça, c'est pas forcément un exercice facile au début. Et puis après, réussir, encore une fois, je le dis, à faire le lien avec les besoins qui ne sont pas comblés, ça demande une réflexion. Donc, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, Laure, c'est-à-dire que ça oblige à devoir se poser pour réfléchir à ce que je suis en train de vivre, pourquoi ce que je vis est agréable pour moi ou n'est pas agréable pour moi. Et si je ne prends pas ce temps-là, en fait, je ne peux pas rentrer en contact avec moi-même. Donc, je ne peux pas avoir accès à ce mode de communication non violente non plus. C'est un cercle vicieux, en fait. Ce mode de communication, quand on dit comment bien communiquer, justement, c'est arriver à prendre ce recul nécessaire et pas réagir à chaud comme des fois on a tendance à le faire, en fait. C'est ça. C'est arriver à prendre le recul, à se poser certaines questions, je pense, et savoir où on en est des émotions et quel est mon besoin et pourquoi ça me dérange, ou pourquoi ça ne me dérange pas. C'est ça. En fait, au début, ça t'oblige à te poser. Après, quand la communication non violente, tu la maîtrises un petit peu plus, à ce moment-là, le temps de pause, il n'est pas forcément nécessaire parce que tu es suffisamment à l'aise avec tes émotions, tu arrives bien à les déterminer. C'est quelque chose, maintenant, tu es compétent, tu vois, là-dedans. Et dans le mode de communication, c'est pareil. Donc, assez facilement, après, finalement, quand tu vis une situation qui n'est pas agréable ou tu vis des émotions assez fortement, mais tu peux quand même communiquer en même temps parce que les connexions dans ton cerveau, finalement, ton analyse, elle se fait très rapidement en fait.
Ouais, c'est le principe de l'apprentissage, quoi. C'est C'est ça. à mesure où tu apprends, mais, ça devient plus automatique et en plus de ça, Mm. ça puise moins d'énergie parce que ça se Ouais, fait plus rapidement, quoi. exactement. Ouais, exactement. Mm. Oui, mais au début, je pense que c'est important de dire aux personnes que comme tu dis, c'est quelque chose qui est compliqué et Mm. que prendre ce temps-là, je pense que quand on essaye de le mettre en place, que Mm. prendre ce temps-là, C'est un gagner après. c'est un gagner après, qui Ouais, se exactement. cet apprentissage-là, en fait. Ouais. Et c'est pas une Oui. perte de temps. Ben oui, parce qu'en fait, moi, je sais que j'ai beaucoup de personnes qui me disent oui, la communication non violente, c'est bon, c'est ce que c'est, on a lu plein de bouquins, etc. Ouais, ben c'est super, c'est déjà un super premier pas. Mais par contre, il y a une grosse différence entre être, comment dire, J'ai lu et enfin, entre le fait de le lire, le fait que ça fasse écho en soi, parce que dans ce qu'on lit, oui, ça nous parle, et puis on se dit, mais oui, c'est évident, c'est ça que je veux mettre en place, etc. Mais il y a une différence entre le lire et le faire. Donc vraiment, il faut vraiment pratiquer, 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 ne jamais arrêter. Et même si on a du mal au début, il faut persévérer, en fait. Il faut, et même si on a des loupés, il faut persévérer jusqu'à ce qu'on se l'accapare, en fait, parce que c'est un mode de communication qui peut paraître un peu au début un peu robotisé. Si on applique à la lettre, en fait, ce qui est écrit dans les livres, ça peut paraître un peu pas naturel et robotisé. Mais plus on le pratique, plus on se l'approprie, en fait, et plus ça devient fluide. Et dans les apprentissages, comme tu disais Laure tout à l'heure, bah, ça devient quelque chose qui devient de plus en plus facile à faire, de plus en plus inné, et la communication à ce moment-là devient de plus en plus fluide, en fait. Ok. Donc, bonsoir Karine, bonsoir Gilbert, bonsoir Tarte Citron. Tarte citron. Bon. Tarte Citron. Tarte et citron, tu sais qui c'est, Annick, hein? Non, Ben, je me souviens plus de son prénom, mais c'était l'autre participante à l'atelier dans ah lequel tu es. d'accord. Ah, je savais pas qu'elle s'appelait comme ça C'est sur Facebook. c'est son site pro qui s'appelle Tarte et citron. Excellent. D'accord. Donc, Voilà. si vous voulez interagir, vous pouvez interagir sur toute cette discussion. Donc, vas-y, l'autre. Donc, du coup, tout à l'heure, C'est Julie, ouais, c'est Julie, Julie. Voilà, Julie, voilà, mais je me souviens plus de son prénom, pardon. Oui, c'est ça. Donc, tout à l'heure, tu parlais justement des différentes sortes de communication. Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus précisément dans ces trois sortes qui existent? Les trois sortes. Quand je disais la communication plutôt en mode autoritaire, laxiste et tout ça, c'est ça? Oui, il me semble. Oui. Oui, c'est ça, d'accord. Alors, je pense que pendant toutes les générations précédentes, en fait, on a été beaucoup habitués à des modes de communication qui étaient des modes de communication autoritaires. C'est-à-dire, si on se met aussi bien, alors, si on se met dans le rôle de parents, c'était les parents, de toute façon, qui décidaient, qui commandaient, qui imposaient, voire même. Et dans la communication, finalement, les enfants n'avaient pas trop leur mot à dire. Donc ça, ce serait ce mode de communication-là, où le parent se retrouve, in fine, quand on a des désaccords ou des disputes entre parents-enfants, dans le cas d'un mode de communication autoritaire, on a le parent qui est systématiquement dans un mode de gagnant et où l'enfant est dans une position de perdant. Et ça, sur le long terme, c'est pas très bénéfique pour la relation parce que, alors c'est sûr que pour le parent, ça peut être une posture qui est assez agréable, hein, pour certains parents, c'est le cas. Mais en tout cas, pour l'enfant, à long terme, c'est pas super parce que ça génère plusieurs modes de comportement. Sur le long terme, ça peut engendrer des modes de soumission de l'enfant qui va d'office, qui ne va jamais apprendre à dire ce qu'il pense, à montrer ses émotions, à les exprimer, qui va toujours se retrouver dans un mode où de toute façon, j'ai pas le choix, je subis la situation et j'obéis. Il y a d'autres enfants et adolescents qui peuvent se retrouver dans un mode au contraire de rébellion, pour le coup, qui vont venir tout le temps dans le conflit parce qu'eux ont envie de s'exprimer et dans ces cas-là, c'est vraiment un rapport de force. Et puis, on va avoir d'autres enfants qui peuvent se retrouver dans un mode de fuite. Alors, eux, ils vont plus du tout être dans un mode de communication. C'est des enfants qui vont se replier complètement sur eux-mêmes. Voilà, donc tout ça sur le long terme, c'est clair que ça ne favorise pas des adultes qui vont être dans des situations de communication qui vont être bien, quoi. Et puis après, c'est ça, c'est justement
ce mode de communication comme ça, autoritaire, puisque l'enfant va se construire comme ça, après, ben, ça va perdurer à l'âge adulte, en fait. C'est ça, bah, c'est ça, oui, tout à fait. Ça, en fait, on reproduit ce qu'on a vécu, hein, donc bien souvent, quand on a été un enfant avec avec des parents qui ont inculqué un mode d'éducation et de communication autoritaire, bah, on va avoir tendance à vouloir retranscrire la même chose. Et c'est là où, quand on devient parent, bah, on peut ne pas être à l'aise justement avec ce mode de communication, surtout maintenant qu'on sait qu'il existe plein de modes de communication différents. Bah, du coup, on peut ne pas être à l'aise avec ça, en fait. Après, le deuxième mode, c'est le mode laxiste. Alors, c'est ce que certains peuvent apparenter. Enfin, quand je dis laxiste, j'exagère, hein, mais c'est ce que certains parents qui, pour le coup, sont dans un mode de communication autoritaire, peuvent trouver l'autre mode laxiste, c'est-à-dire où ils ont l'impression que l'enfant, bah, c'est lui qui a le dernier mot tout le temps. C'est un peu ce qu'on peut dire. Voilà, exactement, les enfants rois. C'est ce que beaucoup ont. Enfin, là, il y a des biais de compréhension qui laissent penser que, par exemple, tout ce qui était l'éducation à la Françoise Dolto, ils ont dit que c'était un mode à laxisme. Mais en fait, ça, c'est très discutable. Hein. Ça, ce sera un autre débat. Mais en tout cas, c'est ça, c'est le mode où le parent est roi, où l'enfant, pardon, et c'est l'enfant roi, c'est toujours lui qui a gain de cause. Et là, du coup, c'est l'enfant qui rentre dans une position de gagnant et le parent perdant. Et ça, à long terme, c'est pareil, c'est pas très bon. Pour la simple et bonne raison que quand un enfant est habitué comme ça, dès tout petit, à avoir le dernier mot, ben, ça devient des adultes en fait qui n'acceptent pas le désaccord, qui n'acceptent pas de pas être toujours, de pas toujours avoir raison. La frustration. Exactement, qui n'acceptent pas la frustration, qui peuvent développer une certaine forme d'égoïsme, qui sont absolument pas dans la coopération, donc qui pourront difficilement travailler en équipe, ce genre de choses. Et puis, voilà, donc ça, c'est pas non plus un mode de communication qui est forcément très adapté. Et puis, on a le troisième mode de communication. Donc voilà, là, après, c'est un mode de communication non violente, mais il y a plein d'autres modes de communication parce qu'il y a la non violente comme Rosenberg, il y a celle qui est dite non violente, un peu, qui est le même style d'approche, hein, mais qui est Gordon, donc celle que moi, pour lesquelles je forme. Mais il y a plein d'autres modes. Il y a les modes Steiner, Freinet, enfin, il y en a plein d'autres, hein, des modes de communication. Voilà. Il y a des modes d'éducation aussi qui sont beaucoup dans la communication non violente, l'autonomisation, etc. C'est les modes, alors c'est pas que de la communication, mais c'est les modes d'éducation Montessori. Voilà. Bon, bah, tout ça, il y en a plein. Hein. Là, je parle vraiment que des plus répandus, mais il y en a vraiment plein. Mais en tout cas, le mode de communication non violente, c'est vraiment quand on est dans un mode gagnant-gagnant. C'est-à-dire que dans tout désaccord, on n'a pas une personne qui se retrouve face à une situation où la solution n'a pas pris en considération ses propres besoins, en fait. Là, on prend vraiment en considération les besoins de chacun dans les désaccords et les disputes. Et ça, si on part sur cette manière-là de faire, en fait, pour toi, justement, sur la construction après, sur l'âge adulte, quels sont les bénéfices? Parce que sur les autres communications, on a vu qu'il y avait des choses. Quels sont les bénéfices que, justement, l'enfant et à l'âge adulte, on pourra tirer, en fait? Alors, le bénéfice de la communication dite non violente, il y en a vraiment beaucoup. Le premier, c'est que, en tout cas, quand on prône ce mode d'éducation auprès de son enfant, c'est que notre enfant, plus tard, quand il sera ado, adulte, il sera en capacité d'exprimer ses émotions, de bien être capable de savoir quels sont ses besoins. Donc ça, en termes de connaissance de soi, en termes d'estime de soi, c'est du gagnant-gagnant aussi, là, pour le coup. Après, c'est un enfant et un ado qui, en devenant adulte, va être capable aussi de communiquer avec une posture qui soit bienveillante, mais tout en étant ferme. Hein. Le mode de communication dite non violente, c'est pas laxiste, hein. C'est-à-dire qu'on s'impose, mais avec bienveillance et en prenant en considération les besoins de l'autre. Donc, ça développe aussi donc des modes de communication qui sont dans l'authenticité, dans le respect de l'autre. Ça permet aussi aux enfants plus tard d'oser dire les choses. Ça permet aussi de développer la confiance en soi. Ça permet de développer aussi l'autonomie chez les enfants.
quand on est dans un mode de communication non violente, on n'apporte pas de solution à son enfant. Donc, en fait, en disant ce qu'on ressent par rapport à une situation en tant que parent, par exemple, si on a un enfant, je prends un exemple, si on a un enfant qui fait ou qui dit quelque chose qui nous dérange en tant que parent, et qu'on lui dit avec un mode de communication non violente, c'est-à-dire qu'on lui explique en quoi ce qu'il est en train de faire nous dérange, de manière factuelle, on lui explique. On lui dit aussi quelle est l'émotion que l'on ressent et quel est le besoin qui n'est pas comblé, et éventuellement quelle est notre demande, ce qu'on lui demande de faire ou ce qu'on lui demande de changer. À ce moment-là, on n'impose pas à l'enfant de faire quelque chose. On lui laisse le champ libre pour potentiellement changer lui de comportement pour que ça ne nous dérange plus. Donc, on fait gagner, on incite l'enfant à devenir autonome, en fait. C'est ça, c'est qu'en fait, dans ce style de communication, c'est ce que tu disais, je pense que c'est bien qu'on s'y attarde un peu, c'est qu'on n'amène pas de solution à l'autre, en fait. C'est ça. On parle vraiment de nos besoins et qu'est-ce qui nous dérange, nous, et pas qu'est-ce qu'il devrait faire, en fait. C'est ça qui se passe. C'est ça. Mais même dans l'écoute, parce que là, on parle essentiellement de cas de figure où finalement je suis en désaccord ou alors je suis en désaccord avec l'autre ou en conflit ou alors j'ai une situation que l'autre fait qui ne me plaît pas. Mais il y a aussi la troisième posture en communication non violente qui est juste l'écoute aussi. Et c'est pareil, quand quelqu'un vient nous faire part de quelque chose, vient se confier à nous ou vient nous parler d'un problème, parce que quand quelqu'un vient nous parler, c'est parce que cette personne-là a besoin de nous confier quelque chose ou parce qu'elle rencontre un problème. Et bien souvent, l'être humain a tendance à vouloir apporter à l'autre ses propres solutions. Et ça, on ne l'aide pas à ce moment-là, la personne qui vient nous voir, parce que nos solutions ne sont pas forcément les siennes. Et donc, on l'empêche à trouver ses propres solutions. On l'empêche de trouver ses propres solutions, en fait. C'est pour ça que, alors je ne sais pas qui c'est qui fonctionne comme ça, je ne me rappelle plus la méthode ou quoi, mais il y a une méthode qui fonctionne sur ce principe-là, quand la personne vient te voir avec un problème, c'est que tu lui réponds pas, tu lui poses des questions. C'est-à-dire que en plus, tu ne juges pas la question que tu lui envoies, c'est juste que tu le questionnes sur sa propre réflexion, mais tu ne vas pas plus loin. Et ça, ce qui est compliqué, c'est que quand ta personne en face, elle reçoit ces questions-là, elle t'aura l'air de dire je suis venue pour chercher un conseil et toi, tu ne me rends pas, tu me redonnes que des questions. Et c'est pour ça qu'il faut essayer. Alors, je ne sais plus ce que c'est comme méthode ou quoi que ce soit, mais je sais que ça existe et qu'il y en a pas mal qui l'utilisent pour justement amener la personne à réfléchir et à trouver ses propres solutions. C'est ça. C'est pour ça quand tu dis poser des questions, oui, mais pas que. Il ne faut pas faire que poser des questions parce que sinon, c'est une forme d'interrogatoire et c'est pas forcément. Alors, ça peut être utile, hein, mais il ne faut pas qu'il y ait que ça. En réalité, il faut être capable de poser des questions, oui, mais il faut être capable aussi de reformuler ce qu'a dit l'autre. C'est-à-dire, avec ses propres mots, de reformuler ce qu'a dit l'autre en termes de contenu de ce qui a été dit, mais aussi de reformuler à l'autre ce que l'on ressent comme émotion chez l'autre, en fait. C'est-à-dire, j'ai l'impression que tu es en colère ou si dans ce que tu me dis, je ressens que tu es triste, enfin, vous voyez, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il faut être capable de reformuler à la fois les propos de l'autre et l'émotion que vous ressentez, l'émotion que vous pensez que l'autre ressent. Et ce qui est compliqué, c'est que les personnes, en fait, justement, ont tendance à donner leurs émotions à eux quand toi, tu leur donnes l'information. Là, on est dans l'interprétation. Voilà, c'est ça. Et alors là, ça veut dire qu'il n'y a pas de forme de neutralité. Et je pense que c'est cette forme de neutralité qui est compliquée aussi parce que on nous a habitués de quand on vient te voir et que la personne a un problème, tu essayes de le résoudre avec la personne. Et c'est ça le souci qu'il faut trouver, justement, c'est cette neutralité et le fait de ne pas interpréter comme djihadique et de laisser en fait transparaître l'émotion que l'on reçoit de l'autre en fait. Exactement. En fait, moi j'aime à dire que quand on rentre dans une posture d'écoute, il faut être capable d'être déjà dans une posture d'accueil. C'est-à-dire que bien souvent, quand quelqu'un vient nous parler, notre mari, notre femme, des collègues, nos enfants, des amis, peu importe, et qu'on est en train de faire quelque chose en même temps, on l'écoute, mais on continue à faire ce qu'on est en train de faire. Alors, on est capable de reformuler exactement, de redire exactement ce qu'a dit la personne. Ça, on écoute. Mais par contre, le ressenti en face de la personne qui est venue nous voir, elle a l'impression qu'on ne l'a pas du tout écouté parce qu'on a continué à faire ce qu'on était en train de faire. Donc, être dans une vraie posture d'écoute, ça veut dire que je dois être en capacité, si je le peux à ce moment-là, d'arrêter ce que je suis en train de faire pour vraiment écouter l'autre et me mettre en contact avec, c'est-à-dire regarder cette personne dans les yeux,
arrêter, me mettre face à face, être dans une posture d'accueil, être dans une posture d'empathie et être dans une posture d'authenticité. J'entends par là que si vous avez une personne qui vient vous voir, que ce soit votre mari, votre femme, vos enfants, des collègues, peu importe, qu'elle vienne vous dire quelque chose où vous la voyez en colère, par exemple, et que vous rigolez quand elle vous parle ou que vous souriez, mais là, la posture n'est pas du tout adaptée parce que du coup, vous allez rajouter chez cette personne-là des émotions parce qu'elle ne va pas se sentir du tout accueillie, en fait, dans l'écoute. Vous voyez? Donc ça, c'est la posture, c'est ce qu'on appelle l'écoute passive. Et puis après, dans l'écoute, c'est une fois que je suis dans cette posture d'accueil où j'ai arrêté ce que j'étais en train de faire, où j'écoute vraiment, je regarde l'autre en face, dans les yeux, je suis dans la même pièce. C'est pas on se parle d'une pièce à une autre non plus. C'est pas on se parle à distance non plus. C'est vraiment on est l'un en face de l'autre. Mais je reformule ces propos et l'émotion que je ressens chez l'autre. Voilà. Donc ça veut dire que je dois moi aussi être en capacité de ne pas me laisser submerger par les émotions par rapport à ce que me dit l'autre. Il faut que j'arrive à garder mes émotions pour moi. Et c'est ce qu'on appelle du coup l'écoute active. C'est ça. Exactement. Il faut que tu arrives à mettre un filtre sur tes propres émotions pour ne pas être dans l'interprétation et là, tu es dans le jugement après, sinon. C'est ça. En fait, moi, il faut couper ce que moi j'appelle la radio mentale, en fait. C'est-à-dire que quel que soit ce que te dit l'autre, même si c'est pas agréable parce que, par exemple, ça te concerne, cette personne-là peut par exemple, venir te parler et te dire que tu as fait ou dit quelque chose qui lui pose problème. Forcément, ça va te faire réagir, en fait. Donc là, on rentre dans une dispute ou un conflit potentiellement. Mais bon, c'est pas bien grave non plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être en capacité de vraiment, en fait, être vraiment dans une posture d'écoute. Ça veut dire qu'il faut uniquement se baser sur ce que je vois et ce que j'entends. C'est comme si j'avais une petite caméra, en fait, dans mon cerveau et surtout pas par rapport à ce que je pense. Parce que si je me base par rapport à ce que je pense, je rentre dans une forme d'interprétation ou de jugement. Et là, je suis plus dans l'écoute. Oui, et ce n'est pas forcément voulu de la personne, en fait, de rentrer dans ce jugement ou cette interprétation pour faire du mal à, mais en fait, finalement, ce n'est pas l'aider et donc, ce n'est pas s'aider soi-même puisque le conflit restera, en fait. Ben, c'est ça. Voilà. Donc, dans ces cas-là, il faut être en capacité de dire à l'autre, tu vois, dans ce que tu me dis, ça me dérange, ça me met en colère ou ça me rend triste. Et là, on rentre dans une vraie discussion qui peut s'avérer être après une dispute et un conflit parce qu'on est en désaccord. Mais encore une fois, dispute, conflit, il ne faut pas voir ça comme étant quelque chose de dramatique et dont il faut avoir peur. Les disputes et les conflits, je tiens quand même à dire que ce sont des modes de fonctionnement qui sont normaux dans la relation, qui sont normaux dans les relations interpersonnelles. Il ne faut pas vouloir les éviter. Par contre, il faut les gérer différemment. Il faut les gérer non pas dans le reproche, etc. Il faut les gérer le plus possible dans une approche de communication non violente. Et justement, quand on parle d'écoute active, il y a aussi le terme de fenêtre de perception. Est-ce que tu pourrais nous discuter, nous parler oui, on va parler de la fenêtre de perception. Mais alors, avant de parler de la fenêtre de perception, il me semble important d'abord de dire que dans toutes les situations que je vis dans le quotidien, il y a des situations qui, pour moi, vont être acceptables et des situations qui vont être inacceptables. D'accord ? Avec la communication non violente, en fonction de dans quelle situation je suis, je ne vais pas utiliser les mêmes outils de communication non violente. J'entends par là, si je suis moi dans une situation où je me sens bien, les situations sont acceptables. À ce moment-là, si quelqu'un vient me parler, je me pose dans une situation, j'utilise l'outil d'écoute active, ce dont on vient de parler. Si par contre c'est moi qui rencontre une situation où je suis pas bien, je vis des émotions désagréables, à ce moment-là, je vais utiliser un autre outil qui est notamment le message « je », qui est donc un outil qui va permettre d'exprimer à l'autre en quoi ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait me dérange, quelle est l'émotion que je ressens et pourquoi ça me dérange. Bon. Mais pour savoir, en fait, pour faire la différence entre si ma situation est agréable pour moi ou désagréable pour moi, il y a ce qu'on appelle un seuil d'acceptation. C'est-à-dire qu'en fonction des situations que je vais vivre, je vais être soit au-dessus, soit au-dessous de ce seuil d'acceptation. Et si je suis au-dessus, à ce moment-là, je vais bien et la situation que je rencontre est acceptable pour moi.
Si elle est au-dessous, à ce moment-là, la situation est inacceptable pour moi. Et je vis des situations qui sont des émotions qui sont désagréables. D'accord? Donc ça, c'est pour parler du seuil d'acceptation. Le seuil d'acceptation, et c'est là où je parle maintenant de la fenêtre de perception, ce seuil d'acceptation, il va être différent en fonction de la personne que j'ai en face de moi. J'entends par là, si, je ne sais pas, il y a des situations où la situation va être inacceptable pour moi si j'ai mon enfant en face de moi, si c'est mon enfant qui fait quelque chose, alors que la même situation, si c'est un adulte qui le fait, ne va pas être une situation qui va être désagréable pour moi. Je ne sais pas si je suis claire là. Je suis claire? C'est vraiment okay. du personnage qu'on a en face, de la personne. Voilà, exactement. Exactement. Et cette fenêtre de... Ce seuil, en fait, n'est jamais le même. Et non, même avec une même personne, il peut être aléatoire, en fait. C'est ça. Donc, la fenêtre de perception, juste pour finir sur la fenêtre de perception, la fenêtre de perception, c'est comme si j'imaginais avoir une fenêtre devant mes yeux, en fait. Et ce qui fait que dans ce que je vais voir chez l'autre, dans ce qu'il va dire, dans ce qu'il va faire, je vais accepter ou pas la situation. En gros, la situation va être acceptable pour moi ou pas. Et en gros, je vais vivre des émotions agréables ou désagréables. D'accord? Et cette fenêtre de perception, elle est différente pour chaque personne que je côtoie. Et elle est liée, en fait, au vécu que j'ai avec cette personne. Elle est liée à l'attachement que j'ai avec cette personne. D'accord? Et donc, ce seuil, dans cette fenêtre de perception, j'ai ce fameux seuil d'acceptation. Et le seuil d'acceptation, il est différent pour toutes les personnes que je côtoie. J'entends par là que donc, ce seuil d'acceptation, il dépend de moi, dans quel état émotionnel je suis, il dépend de l'environnement dans lequel je suis et il dépend de la personne que j'ai en face de moi. OK? Oui, donc il y a trois paramètres. Il y a 3 paramètres. Ouais. Il y a 3 paramètres. J'entends par là que si c'est le paramètre moi, il y a une situation qui, à un moment donné de la journée, ne va absolument pas me poser problème. Et la même situation à un autre moment de la journée, parce que je vais être fatiguée, stressée, parce que je vais être débordée, parce que je vais être malade, parce que voilà, déjà c'est pas mal, ça déjà comme exemple. Ben, cette même situation qui était acceptable pour moi à un autre moment de la journée ne va plus l'être à ce moment-là. C'est ça. Et après, on pourra entrer en conflit interne aussi parce que justement, on sait que dans une autre situation, mais on ne l'aurait pas pris comme on l'avait pris là. Et après, c'est peut-être se retourner aussi la faute contre soi en se disant, ah non, mais voilà, ben, tu vois, mais t'es con de le prendre comme ça. Tu sais très bien que tu ne l'aurais pas pris comme ça si tu n'étais pas, admettons, si je n'avais pas dormi, si j'avais dormi, pardon. Et tout ça, et justement, c'est là aussi, il faut être indulgent en fait avec soi-même, puisqu'après, il faut prendre conscience aussi des difficultés qu'on a dans la vie quotidienne et la difficulté qu'on aurait pu avoir à ce moment-là ou la difficulté qu'on a pu avoir avec une personne parce que la situation a fait que. Mais complètement. Mais c'est surtout qu'avec ce que tu dis là, tu vois, effectivement, on a tendance à beaucoup se juger en général, personnellement, à beaucoup se critiquer, se juger. Et c'est là où on entache notre estime de soi. Tu vois? Et en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut être capable de se dire, bon, bah, OK, la situation là, pour moi, elle n'est pas agréable. Pour moi, elle est inacceptable, même pour moi, à ce moment-là. Mais il faut être capable de se dire, oui, mais c'est parce que je suis fatiguée ou parce que j'étais énervée, etc. Donc, ça veut dire que là, il faut rentrer dans une espèce de mini-introspection. Pourquoi cette situation-là, elle est désagréable pour moi maintenant, alors qu'elle n'était pas désagréable plutôt dans la journée? Et c'est comme ça qu'on apprend à se découvrir et c'est comme ça qu'on rentre en contact avec nos émotions et c'est comme ça qu'on rentre en contact avec nos besoins et c'est comme ça qu'on apprend à se connaître aussi. Oui, et c'est comme ça que c'est compliqué aussi parce que quand tu pars, après je sais un peu ce que certains doivent penser derrière leur écran, mais c'est de dire que ça semble un sacré travail en fait. Donc, je pense que c'est aussi dire aux personnes d'aller petit à petit, mais bien sûr. de commencer, d'initier ce travail-là, déjà par arriver à ressentir cette échelle ce seuil d'acceptation. Qu'est-ce qui est acceptable pour moi, qu'est-ce qui n'est pas. Ça, c'est déjà une première chose. Et se dire que ce n'est pas quelque chose qui est acquis. Et c'est là la difficulté, c'est que c'est modulable. Et après, tu peux te envoyer la culpabilité en te disant, ben,
c'est ma faute si là, on est rentré en conflit parce que je n'ai… c'est que ce que Cécile dit, c'est le travail d'une vie. Mais c'est sûr, parce qu'après, tu peux avoir derrière, suivant toi, comme tu es, comment tu ressens tes émotions, tu peux avoir le sentiment de culpabilité, le sentiment d'abandon, le sentiment qui, des fois, nous dévaste un peu suivant comment on est, en fait. Ben, complètement. Moi, j'aime à dire qu'en fait, quand on commence à se mettre à vouloir pratiquer la communication non violente, il faut être très tolérant avec soi-même, en fait. Il faut se dire que déjà, c'est un super cadeau qu'on se fait à soi et aux autres et qu'on y va doucement, en fait, et qu'on peut se tromper, on n'y arrive pas au début, c'est normal, etc. Mais par contre, c'est un formidable outil de développement personnel, en fait, parce que ça nous oblige, en fait, à travailler sur soi. Oui. Mais ça peut être aussi de manière détournée, justement, puisque de notre côté, après, c'est bon, tu sais que tu prends sur toi, enfin, que tu apprends à te connaître, mais ce que je veux dire, c'est que le fait d'être aussi envers quelqu'un d'autre et de le faire, en fait, inconsciemment. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, moi, je n'ai pas compris. Forcément, je vais la refaire alors. On la Ouais, refait, oui. on recommence. On la refait. De notre côté, en fait, il y a des outils de développement personnel qui te mettent face à toi, et c'est toi avec toi, uniquement toi avec toi, et face à ton miroir. Enfin, c'est, voilà. Et il y a des personnes, c'est compliqué de faire ça. Et donc là, je trouve que cette technique-là, cet outil-là, il est différent. Ouais, il est différent parce qu'il t'ouvre et tu n'es pas, entre parenthèses, obligé de le faire de toi avec toi-même. Ça peut débuter de toi avec les autres et forcément, ça va te faire toi et toi-même. Mais je veux dire, c'est une manière détournée de prendre soin de toi, en fait. Voilà, exactement. Là, c'est beaucoup plus clair, c'est très clair. Les mots français, hein. Mon problème, c'est les mots français. Voilà. Et pour en revenir à ce que tu disais, c'est que bien souvent, effectivement, faire un travail personnel, enfin du développement personnel sur soi, que ce soit par le biais de coaching, de thérapie, tout ça, ça demande de l'énergie, du temps, ça demande de la volonté, du courage. Enfin, c'est un vrai investissement, hein, et qui n'est pas forcément facile à faire et qui n'est pas forcément évident à faire parce que c'est difficile de réussir à faire un travail personnel sur soi et uniquement que soi. Et c'est pour ça que bien souvent, en tout cas, moi, c'est des retours qu'on me fait et je l'ai vécu comme ça aussi, moi, il y a des années quand j'ai appris cette méthode, c'est bien souvent en voulant améliorer les relations avec son enfant, avec son mari ou sa femme, etc., que on se retrouve de manière indirecte à travailler sur soi. Mais en fait, l'objectif à la base, il est de vouloir améliorer une relation. Et on se retrouve à travailler sur soi de manière détournée, en fait, de manière indirecte. Ouais, l'amorce n'est pas la même. C'est-à-dire qu'en voulant améliorer la communication avec l'autre, eh ben, tu prends sur toi, en fait. C'est ça. Et souvent, tu te mets à vouloir améliorer la communication avec l'autre parce que la communication en elle-même, tu trouves qu'elle n'est pas idéale pour toi, elle te convient pas, soit parce que tu es trop dans la colère, dans les reproches, soit parce qu'il y a des disputes en permanence, soit parce que, par exemple, tes enfants, tu les vois pas bien quand tu leur parles ou tu te vois beaucoup t'énerver sur eux. Et en fait, bien souvent, c'est cette fibre maternelle ou paternelle, c'est ce besoin de bien faire en tant que parent, c'est ce besoin de vouloir trouver des relations de couple plus épanouies, etc., qui font que tu te retrouves à aller chercher ces outils pour améliorer la relation, pour pas perdre cette relation et détériorer cette relation qui est importante pour toi. Et donc, du coup, de manière détournée, ça t'oblige à te poser des vraies questions sur toi, à modifier des modes de fonctionnement que tu as qui ne sont pas forcément toujours adaptés, et donc à travailler de manière indirecte sur toi. Oui, sans t'en rendre compte, en fait. Comment? Sans t'en rendre compte, c'est moins… C'est ça, sans t'en rendre compte. En fait. Oui, absolument. Ouais. Parce que tu pars d'une situation, et je pense que c'est ça qui est bien, c'est que tu pars d'une situation que tu vis et qui t'amène certaines émotions, en fait. Oui, exactement. Donc, et que tu te dis, cette situation-là, elle n'est plus supportable pour moi. Comment je vais pouvoir communiquer avec l'autre pour que ça soit plus harmonieux et plus serein, en fait, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et en plus, tu sais, même le développement personnel, que tu fasses des thérapies perso ou que tu fasses du coaching, enfin, que tu te fasses coacher, etc. En général, quand tu vas consulter, c'est parce que tu ne te sens pas bien. Donc, soit tu ne te sens pas bien personnellement uniquement, et dans ces cas-là, effectivement, tu fais un travail sur toi et rien que toi avec toi-même. Mais
faut quand même dire que, je ne sais pas, mais au moins dans 90 ou 95% des cas, quand tu ne te sens pas bien, c'est parce que c'est le comportement de l'autre qui fait que tu ne te sens pas bien. Oui, c'est ça. Tu vois? Et donc, du coup, forcément, tu ne peux pas faire un travail que sur toi parce que tu es en lien avec d'autres personnes. Et Et dans, C'est pas des ermites, ouais. mais c'est ça. et dans 90% du temps, quand tu t'aperçois que tu ne te sens pas bien vis-à-vis de l'autre, si tu réfléchis un peu sur toi, tu te rends compte que aisément que le problème, il vient de toi, en fait, C'est ça. justement de ce curseur-là. Mm. Et tu t'amènes à travailler sur toi-même, en fait. Ben, c'est ça. Voilà. Parce que la situation, elle est désagréable. Si la personne en face de moi, que ce soit mon enfant, mon mari, ma femme, mes collègues, mon patron, enfin, peu importe, si ce qu'il fait ou ce qu'il dit me dérange, c'est pas volontaire de sa part. Alors, sauf si on se retrouve avec des personnes qui sont toxiques, des choses comme ça. Oui. Ça, je le mets à part. Mais Ok. sinon, généralement, ce qu'ils disent ou ce qu'ils font, c'est pas pour nous faire du mal. C'est pas volontaire. C'est nous qui l'interprétons, c'est nous qui le vivons mal, et donc ça vient de nous. Et il y a donc Tarte et Citron, donc Julie, je Julie. crois, voilà, Julie. qui dit: c'est rassurant de savoir qu'il s'agit d'un processus, car le risque est de se dire que comme c'est une méthode, alors il suffit de l'appliquer. Et aussi, même si c'est bon pour soi, même ça peut tellement nous confondre, oui, dans nos émotions, qu'il nous faut accepter nos balbutiements dans ce nouvel outil. C'est ça, c'est ça. Je suis d'accord avec, je suis tout à fait d'accord avec ça. On parle de méthode, bon, parce qu'il faut bien donner un terme. Moi, je parle d'approche, mais bon, peu importe, c'est un processus qu'on apprend. C'est évident. Et donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ça peut paraître robotisé au début, mais en fait, ce sont des outils, ce sont des manières de faire qu'il faut s'approprier, qu'il faut s'accaparer et qu'il Et faut s'adapter. utiliser à notre sauce, en fait. Ouais, c'est ça, c'est adapté en fonction de ma C'est situation. ça. C'est ça. Et puis, je tiens quand même à dire que moi, en tant que thérapeute, bien évidemment, la communication non violente, je l'utilise en permanence en consultation avec mes patients. Je l'utilise, après, je suis maman, je suis une épouse aussi. Je l'utilise dans ma famille avec mes enfants. Pour le coup, dans ma sphère perso, quelquefois, je vais être honnête, hein, c'est pas parce qu'on est pro communication non violente et qu'on la maîtrise Tout qu'on le temps. l'utilise tout le temps. Et ouais, c'est ça. Hein. Il y a Il y a des fois, on l'utilise situations. pas. C'est ça. Il y a des fois, on ne Eh l'utilise oui, pas. Et puis, en ça. plus de ça, on n'a pas à l'utiliser en permanence. Il y a un mode de communication classique qui ne contient pas forcément de la communication non violente dedans. Et puis, quelquefois, j'ai le droit aussi, et je ne suis pas une mauvaise personne pour autant, j'ai le droit d'être un peu submergée par la colère et puis de me mettre en colère, etc., etc. Ce n'est pas bien grave. Ce qui est important derrière, c'est d'être en capacité, avec l'aide de la communication non violente, de pouvoir aller en rediscuter avec l'autre une fois que la crise est passée. C'est ça. C'est ça qui est important. C'est de se dire qu'on a le droit de ne pas réussir. On le voit sur la prépa mentale, l'échec n'existe pas en fait. Et là, ça ne veut pas dire que si on pratique la communication non violente, c'est qu'on doit être toujours dans le monde des bénis oui-oui et que c'est toujours parfait en fait. Et c'est qu'on a le droit de se mettre en colère, on a le droit de déraper, mais c'est qu'après, on va réfléchir sur cette situation-là et qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi à un moment donné ça a dérapé justement, pour arriver à apprendre de cette situation-là qui m'a fait déraper en fait. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce que quelquefois, tu sais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quelquefois, je peux me retrouver, même en maîtrisant la communication non violente, je peux me retrouver dans une situation où je suis submergée par une émotion. Et là, là, pour le coup, alors là, en plus, c'est physiologique et biologique. Hein. C'est-à-dire que si je suis submergée par une émotion, je perds ma capacité de raisonnement. Donc, je perds ma capacité à communiquer de manière raisonnable et bienveillante, en fait. Et donc, je me retrouve forcément à être dans la posture de l'émotion qui m'habite. C'est-à-dire que ça peut être la colère, ça peut être la tristesse, ça peut être... enfin, tu vois, ça peut être ce genre de choses. Et il n'y a qu'une fois que l'émotion va être redescendue et que je vais avoir un petit peu analysé ce qui s'est passé, que je vais être en capacité de rentrer dans une posture de communication non violente et de dire, bah, tu vois, là, j'ai eu un mauvais comportement, j'étais submergée par mes émotions, je suis désolée, je m'excuse, j'ai pas réagi comme je voulais, mais si tu es d'accord, on peut rediscuter de ce qui s'est passé pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et pour trouver des solutions ensemble pour qu'à l'avenir,
cette situation ne se reproduise plus et qu'elle soit plus agréable pour tous les deux, en fait. C'est pour ça que là, ça demande de faire son mea culpa comme ça demande justement de ravaler, de ravaler quand même quelque part la fierté que pas mal de personnes là, et de dire, ben là, je me suis trompée ou là, j'ai dérapé, en fait. Et ça demande vraiment, je pense, un travail sur soi, mais je pense que c'est important de dire que le fait de dire, je me suis trompée, ne fait pas des personnes qui disent, je me suis trompée, ou là, j'ai dérapé, ou là, j'aurais pas dû te parler comme ça, et je m'en excuse, ne fait pas de nous des personnes, c'est pas, on n'est pas gagnant-perdant, là. On est toujours en mode gagnant-gagnant. Ah bah bien sûr. Et justement, avoir ce comportement-là, ça fait voir que, en fait, on a une personnalité et qu'on est capable de se remettre en question. Et ça, des fois, c'est difficile à faire, la remise en question et la fierté de dire, ben, même si je me suis trompée, surtout, je ne vais pas le dire à l'autre, en fait. Et de poser, ça permet de repartir sur tout ce processus-là, où on va repartir sur les besoins et on va repartir sur de la reformulation et on va partir sur un mode de communication sain. C'est ça. Après, ceux tu disais, il y a l'ego, etc. Oui, il y a l'ego, mais il y a aussi d'autres situations qui peuvent expliquer le fait qu'on a du mal à oser dire je me suis trompée ou à s'excuser, etc. C'est quand on est dans une forme de perfectionnisme qui fait que personnellement, c'est juste insupportable de se dire qu'on est plus loupé, en fait. Oui. Tu vois, il n'y a pas que l'ego qui joue là, en fait. Il y a tout il y a ma personnalité. Si j'ai besoin d'être appréciée, d'être aimée et que je suis dans cette recherche incessante de perfection, eh bien, en fait, de ne pas réussir à communiquer, de ne pas réussir à gérer mes émotions comme je veux et de manière saine, authentique, etc., ben, ça peut me créer des émotions, moi, très désagréables, par exemple. Oui. Tu vois et Julie qui dit, quand j'ai dit on a le droit de se tromper, et elle dit merci de le rappeler. Ah, oui, on a le droit de se tromper. On a le droit. Oui. Et après, donc on a parlé de la fenêtre de la perception, et est-ce que pour finir, est-ce qu'on pourrait parler de quelques outils justement que l'on peut mettre en place, même si on en a donné, faire une synthèse un peu des outils que l'on peut mettre en place justement dans cette communication non violente. Non violente, ouais. Alors si je les redis, en fait, les outils principaux, c'est être dans la posture, pour être dans la posture d'écoute. Si en fait c'est pour vraiment accueillir l'autre quand il a besoin de me parler, l'outil, c'est l'écoute active. Donc c'est tout ce dont on a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est dans le cas où moi, la situation pour moi est agréable, c'est l'autre qui vient me voir parce qu'il a un problème, en fait. D'accord? Si par contre, c'est moi qui ai une problématique, c'est moi qui suis qui vit des émotions désagréables par rapport à une situation, à ce moment-là, c'est de pouvoir dire à l'autre en quoi la situation est dérangeante. Non pas pour le culpabiliser et l'infliger, mais pour l'inciter indirectement à changer de comportement pour qu'à l'avenir, cette situation soit plus désagréable pour moi. OK? Et ça, c'est un autre outil qu'on appelle, avec la méthode Gordon, avec l'approche Gordon, qu'on appelle le message je, JE, moi. C'est-à-dire que je parle de ce que je ressens par rapport à la situation et en quoi cette situation est dérangeante pour moi et pourquoi et quel est mon besoin en réalité. D'accord? Donc ça, c'est le message je. Après, si je suis dans une situation où je suis en désaccord ou en conflit, où j'ai une dispute avec l'autre, l'outil qui est utilisable, c'est la résolution de conflit en mode gagnant-gagnant. C'est-à-dire, je me mets dans une posture où je dis à l'autre en quoi ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit me dérange, exactement comme ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le message « je », et je rentre en même temps, juste après, en posture d'écoute pour écouter ce que lui a à me dire par rapport à ce que je suis en train de lui dire moi. Donc, en fait, globalement, on se retrouve tous les deux dans une situation où on n'est pas bien émotionnellement. Et là, du coup, la méthode, c'est la résolution de conflit en mode gagnant-gagnant, c'est-à-dire je suis à la fois à l'écoute de ses besoins et à la fois je continue à affirmer mes besoins pour qu'on trouve tous les deux une solution qui nous convienne et qui fasse que la situation est agréable pour l'un comme pour l'autre.
D'où une sorte de compromis. Ouais. J'aime pas trop le terme de compromis, je vais dire pourquoi, parce que, en tout cas pour moi, la notion de compromis, c'est on fait un effort et l'un et l'autre, donc on se résigne un petit peu et l'un et l'autre à quelque chose. Alors que là, la méthode… Plus convenir ensemble alors. Voilà, pour moi, c'est vraiment gagnant-gagnant, c'est vraiment ça, c'est qu'on trouve tous les deux une solution qui nous convient vraiment totalement à tous les deux. D'accord. OK. Et puis, voilà, ça c'est les 3 situations, c'est les 3 outils majoritaires en fait, majeurs plutôt dans l'approche Gordon et dans l'approche de communication dite non violente. Après, il y a une dernière étape qui est aussi comment je peux me mettre dans un rôle de médiation, comme par exemple quand je suis parent et que je suis témoin d'un conflit entre mes enfants. Voilà. Là aussi, il y a une posture à avoir pour ne pas s'immiscer dans leur désaccord, parce que moi, je ne suis pas partie prenante, mais c'est comment je peux les aider tous les deux à rentrer en mode de communication. D'accord. Et en fait, on s'aperçoit qu'on est suivant dans quel mode et dans quelle tranche on est par rapport au curseur d'acceptation. Ouais. On va aller rechercher sur le haut, on va redescendre des fois sur le bas, dans la zone confortable, inconfortable, et c'est savoir jouer avec ces outils-là, en fait. C'est ça. Si je reprends tout à l'heure ce qu'on disait sur la fenêtre de perception, le fait qu'on ait cette espèce de fenêtre devant les yeux qui fait qu'en fonction des personnes, en fonction de mon état personnel et en fonction de l'environnement, il y a des situations qui vont être acceptables pour moi ou inacceptables, et donc qui me permettent de déterminer ce seuil d'acceptation ou d'inacceptation. Si j'utilise tous les outils de communication non violente, quand moi je ne suis pas bien, en fait, ça va faire en sorte que ma fenêtre d'acceptation va s'agrandir, en fait. Ouais. Et je vais de moins en moins avoir de situations qui sont inacceptables pour moi. Oui, ça va nous faire évoluer, en fait. C'est ça. Et puis, ça va faire évoluer notre relation et notre manière de communiquer. C'est-à-dire qu'après, même quand on a une situation qui est désagréable pour moi et qu'on maîtrise un petit peu plus les outils de communication non violente, on n'est plus dans une surenchère, en fait, de reproches, etc. C'est qu'on est capable de s'écouter et de trouver des solutions ensemble sans être dans des conflits et des disputes énormes, en fait. Oui. Et bonjour, Ditoun. Oui, bonjour. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter, Sandrine. Moi, je pense qu'on a fait le tour. Là, pour moi, c'est OK. Là, je suis en train de… J'avais fait des petites fiches pour voir. Non, pour moi, on a tout abordé. Ouais, si j'ai un truc, si je devais finir sur quelque chose, ce serait de dire toutes les personnes qui se posent la question de savoir s'il y a un autre mode de communication que la méthode laxiste ou autoritaire, c'est que déjà, quelque part, ces 2 méthodes-là ne leur conviennent pas. Donc, c'est que probablement, elles sont sensibles au mode de communication non violente. Et dans ces cas-là, c'est de les inciter vraiment à essayer d'aller chercher les ressources, d'aller lire des bouquins, de regarder des tutos, de faire des formations. Parce qu'encore une fois, je dis, la meilleure chose, c'est de pratiquer. Donc, je ne suis pas convaincue que de lire que des livres, ce soit suffisant. Il faut trouver des moyens d'être accompagné. Alors, peut-être aller consulter des thérapeutes qui prônent ce mode de communication pour être aidé, aller faire des ateliers, faire des formations, enfin, vous voyez, pour vraiment essayer de s'imprégner de ces outils, d'avoir quelqu'un qui nous guide, en fait, dans les apprentissages, en fait. Mise en pratique. Ouais. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, vous, cher public, si tout a été clair pour vous. En attendant que les personnes répondent, je tenais à te remercier d'avoir pris ce temps. Enfin, je tenais à te remercier avec Laure d'avoir pris ce temps un vendredi soir. Et je trouve que c'était très intéressant. C'est qui dit oui, tu es notre guide, Sandrine Charny, thérapeute. Donc, elle t'a cité. C'est gentil, merci. Je trouve que c'était très intéressant. Et puis, en plus de ça, c'était clair. Et je pense que ça a fait voir, justement, c'est ce que tu disais à la fin, c'est que si je ne me sens pas bien dans un mode de communication, et bien peut-être que c'est ce mode de communication-là qui me conviendrait, parce qu'il n'y a pas que celle que je connais depuis toujours. Et à n'importe quel moment,
et ou à n'importe quel moment, même si on a moins d'émotions ou d'autres ressentent moins d'émotions, on peut toujours se poser la question comment mieux communiquer avec l'autre. Et plus j'améliorerai mon mode de communication avec l'autre, et plus je serai en accord avec moi-même, en fait. Exactement. Tu as tout résumé. Vraiment. C'est ça. Plus je subis des relations où je ne suis pas bien parce que je suis dans la colère, je suis dans le reproche, et l'autre pareil, plus je suis mal dans ma relation avec les autres et plus je suis mal personnellement, en fait. Donc, plus je travaille sur mon mode de communication, plus je suis bien personnellement, en fait. Tu as tout résumé. Donc, Julie qui dit, vas-y. Merci beaucoup pour ce partage. Ce type de communication est une belle découverte. Et Cécile qui rajoute, merci Sandrine et merci Annick et Lolotte, bisous. Bisous Cécile. Merci à tous d'avoir été présents. Ça m'a fait plaisir aussi de partager ce moment avec vous. Voilà, ben, Laure, je te laisse conclure. Le mot de la fin, j'adore ça. Avant que je décède. Oui, c'est ça. Non, toujours pas. Je t'ai dit que tu ne décéderas pas. D'accord? Donc, public, dites à Annick qu'elle ne décédera pas, s'il vous plaît. Quand ce n'est pas possible, ce n'est pas prévu et je m'en fous. Ça n'existe pas l'imprévisible sur ça. On a dit non. Voilà. Donc, ça, c'est très autoritaire. Ça, je le sais. Mais il ne faut pas. Voilà. Ça, c'est autoritaire et affirmé. Voilà, c'est clair. Donc, écoutez, je vous souhaite à tous un bon week-end. N'oubliez pas qu'il y a la journée mondiale de l'obésité le 4 mars, donc c'est vendredi prochain, de 8h à 18h30. Il y aura des ateliers de la populace qui viendra sur les ateliers, les tables rondes, tout ça, on va se régaler. Donc, pensez à vous inscrire sur l'événement et tout se fera en visio, bien évidemment. On mettra aussi un petit post sur le Facebook professionnel de Sandrine, qui nous a fait plaisir de venir aujourd'hui. Et on espère vous revoir très vite et de passer une agréable soirée. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Et après, il dit comment? Au revoir. Il s'en va. Mais moi, si je me lève, c'est comme lui. J'ai l'impression que ça part un peu. Il y a le rideau derrière. On n'en parle pas de ce rideau. Et je crois que ce soir, tu as partagé la vidéo. Et je crois bien. C'est ça. Et ce soir, on partage une vidéo donc, c'est une co-construction d'un poème sur l'obésité justement et sur sa perception par la populace. Donc, du coup, je vous invite à regarder cette vidéo où plein de monde a participé. Tous les avaient fait beaucoup d'adhérents. Ça va être notre fil conducteur de la journée mondiale de l'obésité, en fait. Ça s'appelle « Je ne suis pas ma maladie ». Donc, je vous invite à y aller. Likez, mettez, partagez, faites-nous vivre. Voilà. Voilà. J'aurais dû travailler dans la pub, de toute façon. C'est très, très mauvais. J'adore. Mais si. Non, mais il faut que je travaille sur ça. Il faut que je travaille sur comment comment on appelle ça? Tu sais, comment je m'exclame. Tu vois, sur les réseaux. Mais tu t'exclames bien, hein? Ouais, enfin bon, c'est un peu la bonne franquette. Hein, oui, mais de toute façon, le balance en live, c'est pas fait. Les gens qui nous suivent sur balance en live, s'ils nous trouvaient chichi pompon, ils viennent plus nous suivre. Ça, c'est pas faux. Voilà. Un point pour Tati, très bien. En tout cas, merci beaucoup, Sandrine. Merci à tous. Avec plaisir, merci à toutes les deux de m'avoir invitée. Et on se quitte, bien sûr, en petite musique. Attention, c'est parti, on y va. Et bon week-end. Bon week-end à tous. Bisous à tous. Ciao. Ciao.